Merci pour votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h à Dougounikoro, région de Ségou, c'est l'heure de 13h dimanche. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, la justice malienne continue sa mue après le Forum national il y a quelques jours. Hier, c'était le concours de la magistrature. Ils sont plus de 7600 candidats pour ce concours des auditeurs de justice. Et c'est le ministre en charge de la justice, Garde des Sceaux, qui a supervisé les épreuves pour plus de transparence et d'équité. Un an après sa mise en place, la Commission nationale de sensibilisation des jeunes pour lutter contre la drogue sort avec des chiffres qui font froid au dos. En un an, plus d'une tonne de cannabis, plus de 153 kg de cocaïne et plus de 103 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis. La sonnette d'alarme est tirée et tout le monde est concerné pour la lutte contre la drogue sous toutes ses formes. Crise des hydrocarbures, le monde des arts et de la culture se mobilise pour saluer la résilience des Maliens à travers une caravane appelée Caravane de l'Unité. L'invité de ce 13h dimanche est Mohamed Zarou, conseiller à l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes AMRTP. Avec lui, nous allons parler de cybersécurité et de promotion de l'innovation. En sport, la Coupe du Monde de football des moins de 17 ans garçons démarre demain au Qatar avec le Mali. En basketball, l'affiche des demi-finales des finales de la Coupe du Mali chez les messieurs. Le stade malien Bamako connaîtra son adversaire ce dimanche après le match AS Police RBT de Tombouctou. Tandis que chez les dames, la finale opposera le Djoliba AC et l'AS Real de Bamako.
Focus Santé de ce dimanche va nous parler de l'embolie pulmonaire, une maladie si elle est mal prise en charge. Bonjour les dégâts, voire rendez-vous au cimetière. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Dimanche 2 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Crise d'hydrocarbures. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme mobilise la grande famille des arts et de la culture pour soutenir la résilience populaire. Ainsi, le réseau KIA, des organisations culturelles et d'autres fêtières, a organisé une caravane culturelle de l'unité. Il s'agit de mettre les artistes à contribution sur certains sites de distribution des hydrocarbures pour véhiculer des messages de civisme et de résilience, surtout de patriotisme. La caravane était présidée par le ministre en charge de la culture et celui de la communication, Cheikh Mouar Sangaré, était de la partie. Face à la pénurie de carburant, la résilience des Maliens se manifeste. Pour maintenir ce cap, le ministre en charge de la culture, un véritable chef d'orchestre et en compagnie de son collègue de la communication, mobilise les artistes à travers la caravane culturelle de l'unité. Objectif, mettre les artistes en contribution pour rappeler la nécessité de tenir face à cette épreuve qui nous est imposée par les obscurantistes. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La résilience et la force de la jeunesse du Mali, du peuple du Mali, parce qu'un grand peuple se révèle en des moments comme ça. Vous savez, notre Dambé, c'est notre boussole pour le combat, pour notre renaissance, pour notre souveraineté. C'est une opportunité pour réinventer notre nation. Et donc je pense que la réinvention du nouveau Mali a commencé et la renaissance a commencé. Et oui, la caravane culturelle de l'unité vise aussi à sensibiliser les citoyens sur les pratiques d'incivisme comme les spéculations des prix. À travers un sketch, les artistes comédiens nous rappellent les vertus de notre société et dénoncent les pratiques malsaines dans le circuit de distribution des hydrocarbures. La caravane en question a comme slogan « La voix des artistes du Mali pour l'unité » et elle est organisée par le réseau KIA des organisations culturelles en partenariat avec l'Union des associations des artistes producteurs et éditeurs du Mali UAPREM et la Fédération des artistes du Mali FEDAMA. Djibril Guissé, président du réseau KIA. Le Mali est connu comme un pays de résilience, un pays de grands hommes qui a connu des défis plus que ça. Mais nous avons toujours su les surmonter grâce à notre esprit patriotique. Nchi Yacouba Traoré, artiste comédien. On est une seule famille. Donc quand la famille a un problème, on ne doit pas prendre ce problème et en faire des opportunités. Ce n'est pas vraiment digne d'un Malien. Les artistes, comme ils savent le faire, ont tour à tour pris la parole tout au long du trajet pour lancer des messages d'unité, de cohésion, de résilience et de consistance de l'idéal malikoura. Tchale Arbi, artiste musicien. À souder notre main pour supporter cette difficulté qu'ils ressentent tout de suite là. Jusqu'à Faux Malien, jusqu'à Alibi, Angamba, Ambianga Armeko. Leila Gobi, artiste musicienne. Nous voulons la paix comme réponse à cette pénurie de carburant. Il faut la paix et le vivre ensemble entre tous les fils du Mali. Ouassa Kouyaté, artiste musicienne. Cela témoigne une fois de plus l'unité malienne et la résilience de nous, populations maliennes, face à cette crise. À chaque étape de la refondation du Mali, la famille des arts et de la culture joue pleinement sa partition et la contribution du jour semble séduire plus d'un. Adama Diarra, équipe DH Holding. Ça permettra d'atténuer les différentes tensions dans les stations-service. Aussi de redonner un sentiment de fierté aux clients. Voilà, c'était le petit sketch, monsieur le ministre. Tout le monde joue sa partition pour juguler la crise des hydrocarbures. Pendant ce temps, 7634 candidats étaient sur le pont pour le concours de recrutement des auditeurs de justice 6 le novembre 2025 et c'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, qui a procédé au lancement du dit concours. Les 7634 candidats inscrits au concours postulent pour 140 places disponibles. Batraouri.
Concentration maximum dans l'amphithéâtre de la faculté des droits privés de Bamako à 9h pile ce samedi 1er novembre 2025. Les candidats de l'ordre judiciaire entament le concours de recrutement des auditeurs de justice session de novembre 2025 par le droit civil. Le contrat et les tiers, c'est le sujet qu'ils doivent traiter en 3 heures de temps. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette session de 2025 s'inscrit dans la même philosophie et dans la même dynamique que les concours que nous avons eu à organiser en 2022, 2023 et 2024. C'est toujours sous le sceau de la transparence, le signe de l'objectivité, donc tel qui est prescrit par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, que nous remercions pour nous avoir permis de rattraper les quotas qui étaient prévus pour la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, mais aussi de projeter d'autres recrutements, non seulement pour les auditeurs de justice, un effectif de 140, mais aussi les surveillants de prison, bientôt, pour un effectif de 200 agents que nous allons recruter. Donc, il nous a instruit de faire en sorte que tous les concours soient organisés dans la transparence la plus totale et que l'objectivité et les mérites soient les maîtres mots pour départager les candidats. Les futurs auditeurs de justice sont répartis en 2 catégories, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, et toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons instruit aux surveillants d'être très rigoureux dans la surveillance afin qu'il n'y ait pas de fraude, d'être aussi très rigoureux sur l'identité des candidats, sur la ponctualité, pour éviter que certains puissent vraiment passer par des petits moyens pour pouvoir passer. La correction, elle aussi, sera très rigoureuse, donc comme cela l'a toujours été, afin que nous puissions sélectionner les meilleurs. Et pour son renouveau, la justice a besoin de ressources humaines de qualité et des ressources humaines techniquement et moralement aptes pour faire le travail. Et cela passe d'abord par ce recrutement transparent. Selon la commission d'organisation du concours, 7634 candidats sont inscrits pour près de 200 places disponibles. La Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et des substances psychoactives commémore son premier anniversaire. Tenez-vous bien, en 12 mois d'existence, 1 tonne de cannabis, plus de 153 kg de cocaïne et plus de 103 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis. Ces chiffres ont été dévoilés par la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et des substances psychoactives. Des chiffres qui font froid au dos et interpellent tout le monde. Salifou Drago. Au Mali, l'année 2025 a été marquée par la saisie d'importantes quantités de drogue, soit plus d'1 tonne de cannabis, plus de 153 kg de cocaïne et plus de 103 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits et prohibés. 586 personnes ont été interpellées, dont 408 Maliens et 21 étrangers détenus pour détention, consommation et vente de produits prohibés selon les données révélées par l'Office central des stupéfiants. Ces chiffres ont été révélés lors de la célébration de l'an 1 de la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et substances psychoactives. Un anniversaire célébré sous le thème sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et substances psychoactives. Baba Mohamed Arbi, président de la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et de substances psychoactives. Au niveau des 19 régions, les commissions régionales de sensibilisation existent. Il existe aussi l'ouverture. Les familles ont compris que la drogue n'est plus un tabou. L'autre résultat aussi auquel nous avons atteint par rapport à notre ambassadeur qui est consommateur, qui aujourd'hui de 5 doses est à 1 dose, et je crois qu'aujourd'hui c'est un grand progrès à ce niveau. Et son état de santé s'est beaucoup amélioré. Ces initiatives visent à informer le public sur les dangers liés à l'abus de drogue et à encourager une prise de conscience collective pour contrer ce fléau. Colonel-major Fousseni Keïta, directeur général de l'Office central des stupéfiants. Pour lutter contre la drogue, il faut que nous ayons vraiment un personnel efficace et aussi que ce personnel soit formé aussi. Abdul Kassim Ibrahima Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne. Les efforts de tout le monde qui vont permettre de pouvoir aujourd'hui faire face
ce fléau que nous avons par rapport à la consommation de la drogue. La quantité substantielle de drogue saisie reflète les défis persistants auxquels le Mali est confronté en matière de trafic illicite de stupéfiants pour préserver la sécurité et le bien-être des citoyens. 13h10, autre défi auquel le Mali est confronté, c'est bien sûr la cybersécurité. Vous l'avez compris, nous en venons à notre invité de ce 13h dimanche. Il s'agit de Mohamedou Zarou, conseiller à l'autorité malienne des régulations des télécommunications et des postes AMRTP. Monsieur le conseiller, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Daou. Tout d'abord, vous pouvez nous présenter votre structure. Qu'est-ce que vous faites? L'autorité malienne des régulations des télécommunications et des postes, qu'est-ce que vous faites? Merci bien, M. Ndao. La MRTP, c'est une autorité indépendante qui est chargée de la promotion du secteur des télécommunications au Mali, tout en protégeant les intérêts du Mali. On aide les opérateurs de télécom à exercer pleinement leur mission, en protégeant les intérêts de l'État malien, mais aussi en protégeant les droits des consommateurs. Donc on est à cheval sur 3 institutions, l'État, les opérateurs et les consommateurs. Moi, j'en viens aux consommateurs puisque j'en suis un. Est-ce que nos droits sont suffisamment protégés aujourd'hui au Mali? Oui, quand même. Il faut reconnaître que le forfait Internet coûte beaucoup moins cher au Mali que dans beaucoup d'autres pays. Le coût de téléphone national à moins de 100 francs la minute, c'est quand même des gros efforts que les opérateurs ont dû concéder à la MRTP pour les consommateurs. Ça veut dire que vous tordez la main aux opérateurs de téléphonie pour le bonheur de la clientèle. Exactement. Parce que les opérateurs nous viennent parfois avec des prix sensiblement plus élevés et il faut qu'ils nous prouvent que c'est vraiment orienté les coûts de production. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'ils réduisent. Aujourd'hui, le secteur de la téléphonie, M. Mohamedou Zarou, est une manne financière en soi. Et vous venez d'organiser il y a quelques jours les journées de cybersécurité au Mali. À quoi servent ces journées? Les JNC permettent en fait pendant une semaine de mettre la cybersécurité au centre du débat public. Il y a les grands professionnels du domaine qui sont là avec le public pour leur donner les informations et surtout les faire comprendre qu'il est important d'investir dans la sécurité parce que si vous ne investissez pas, après, pour régler un problème qui arrive, ça vous coûtera 1000 fois plus cher que si vous investissez pour préparer déjà le problème. Cybersécurité, nous on entend, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On entend comme ça, c'est un terme générique. Concrètement, c'est quoi? Merci bien. La cybersécurité, en fait, c'est l'ensemble des moyens mis en place pour que les systèmes qu'on utilise aujourd'hui puissent continuer à fonctionner. C'est pour protéger les systèmes. Aujourd'hui, si un cyberattaqueur ou un cybercriminel attaque l'ORTM, on ne pourra pas nous entendre à Andramboukan ou bien à Gao, on ne pourra pas écouter la radio. Voilà, donc c'est prendre les mesures pour que ce type de panne n'arrive pas et quand ça arrive, qu'on puisse reprendre rapidement, d'une manière ou d'une autre, le service au grand bonheur des utilisateurs. Si on vous disait de définir l'échelle de sécurité de 1 à 10 du Mali, nous sommes à quel niveau, puisqu'on entend et on voit très souvent que les grands pays du monde sont attaqués par rapport à cette cybersécurité? Il est très difficile de donner une note, comme vous le disiez, de 1 à 10. C'est beaucoup de mesures. Il y a des mesures techniques, des mesures organisationnelles, des mesures juridiques qu'il faut mettre en place. Et chaque mesure a une note qu'il faut pouvoir atteindre. C'est pour cela qu'on met en place ce qu'on appelle une stratégie nationale de cybersécurité. Chaque pays au monde a une stratégie qui contient en fait l'ensemble de ces mesures-là pour essayer d'atteindre. La sécurité, 100% n'existe pas. On est sûr aujourd'hui à 13h16 et à 13h17 déjà les mesures qu'on a mises en place ne sont plus capables ou ne sont plus valables pour nous protéger. Puisque les criminels du net essaient aussi de contourner tout ce que vous mettez en place. C'est toujours le voleur et le policier. À vous entendre, souvent, on a l'impression que vous empiétez ou que la DP empiète sur vos plates-bandes. Quelle est la différence entre les deux structures? La PDP aussi, c'est une autorité indépendante. Elle est chargée de tout ce qui est protection des données personnelles du Malien. Nous, on est chargé de mettre en place le canal pour que les informations passent. Qu'est-ce qui passe dans le canal? Ça ne nous intéresse pas.
C'est la PDP qui doit chercher à savoir que les informations qui passent sur le canal sont protégées par celui qui exploite le canal pour que les informations du personnel ou bien d'une personne quelconque ne soient pas divulguées pour qui n'a pas le droit de les voir. Monsieur Mohamed Zarou, on voit que depuis un certain nombre d'années au Mali, tout ce qu'on voit sur l'explosion des réseaux sociaux, sur l'explosion des nouvelles technologies de l'information, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui ou est-ce qu'on est à l'abri au Mali en termes de cybersécurité? On n'est jamais à l'abri, on n'est à l'abri nulle part. Et encore moins dans un pays en conflit. Parce que quand un pays est en conflit, ça attire aussi les cybercriminels. Ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Surtout que le pays en conflit peut servir aussi de base arrière pour les cyberattaques. On peut utiliser le pays pour mener d'autres attaques sur d'autres personnes ou bien sur d'autres nations. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri, mais on essaye de faire ce qu'on peut pour garder les systèmes fonctionnels. Et voilà, on travaille d'arrache-pied pour que vraiment l'information puisse arriver à destination chaque fois qu'il le faut. Quelles sont les grandes retombées de ces journées sur la cybersécurité au Mali? Les grandes retombées, c'est qu'on forme beaucoup de gens. Chaque année, à chaque édition, on forme 100 à 125 personnes qui rentrent après la production pour aider à sécuriser plus les structures. Ensuite, on organise des concours. Il y a eu 2 concours, ou 3 même, un concours à 2 millions, un concours à 3 millions. Et cette année, on avait invité les pays de l'AES à la fête. Et c'est un Nigérien qui a gagné un des concours de 2 millions. Et un Malien a gagné le concours de 3 millions. Il a mis en place un système de drone qui permet de brouiller les drones ennemis pour que ceux-là n'attaquent pas les camps militaires ou bien les zones peuplées du Mali. Donc, par exemple, on va travailler avec celui-là, ce dernier-là, un jeune de 18 ans d'ailleurs, il n'a pas encore son bac. L'innovation, c'est au Mali aussi. Voilà, l'innovation, c'est au Mali. Donc, on va travailler avec lui pour vraiment parfaire le projet et ça pourra sauver des vies à l'avenir. Vous appelez Salon sur les journées de cybersécurité et de l'innovation. Vous venez de parler d'une des innovations, c'est mettre en place un mécanisme qui fait que les drones ennemis sont neutralisés. D'autres innovations? Oui, on a des innovations dans le domaine de la culture. On sait qu'un pays en guerre, les ennemis tentent toujours de saper le moral en s'attaquant à la culture. Un des projets permet de valoriser la culture des pays de l'AES, par exemple. Il y a plein de... Nos jeunes sont vraiment des génies. Ils ont besoin d'encadrement, de moyens, mais les idées ne manquent pas pour la cybersécurité. Justement, j'allais en venir. Moyens, vous évoquez déjà. Est-ce que votre structure a les moyens de sa politique et tout ce que notre pays veut faire en matière de cybersécurité aujourd'hui? On n'est pas seul, on n'a pas les moyens pour tout le volet cybersécurité, mais on fait notre part et on encourage toutes les structures à faire leur part. Par exemple, on a mis en place le ML7, un centre technique qui recueille, qui diffuse les informations sur les incidents informatiques au Mali. C'est nous qui l'avons financé. On a tout récemment, on fait le recueil des infrastructures critiques. Les infrastructures critiques de l'État, c'est tout ce qui est essentiel à la continuité de l'État, même en cas de crise. L'ORTM en fait partie, l'EDM fait partie, l'ORTM fait partie. La SOMAGEP, la SOMAPEP, les hôpitaux. Voilà, donc il faut protéger ces infrastructures-là pour que, même si une attaque, parce que les attaques, on ne peut pas dire que ça ne vient pas, mais au cas où une attaque arrive, qu'on puisse pouvoir fonctionner au moins, rien qu'avec au minimum, qu'on puisse faire fonctionner ces structures-là pour le bien-être du Mali. Monsieur le conseiller, les attaques, ce n'est pas surtout souvent de l'extérieur, c'est de l'intérieur aussi. Alors quel est ce message que vous voulez passer aux Maliens pour un pays en guerre? Comment on doit se comporter et qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre espace de cybersécurité soit encore plus sûr? Il faut être responsable. Il faut savoir ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se laisser embobiner par des messages haineux, de gains faciles surtout, parce que les gens parfois, on te dit tu as gagné un concours 5 millions de dollars, tu n'as jamais joué à un concours, comment tu vas gagner? Donc il faut faire attention. Et puis aussi, il faut faire attention à ce qu'on publie. On représente le pays, donc il faut publier des informations correctes sur le pays, des informations positives,
pour que les autres aussi puissent te prendre au sérieux. L'avenir est certain en matière de nouvelles technologies au Mali, puisqu'on a fait beaucoup d'avancées. Dernière question. Oui, l'avenir est certain. Il faut croire, il faut travailler pour ça. Comme je l'ai dit, la sécurité, elle est changeante à tout moment. Donc, il ne faut pas dormir sur les lauriers. Il faut toujours se mettre en question. Il faut toujours se dire qu'on n'est pas sûr. Comme ça, on pourra faire beaucoup plus pour la sécurité. Merci à vous, Mohamed Zarou, conseiller à l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes AMRTP, d'être passé dans ce journal 13h dimanche pour nous parler de cybersécurité au Mali. Et direction Ouzbékistan, où se déroule la 43e conférence générale de l'UNESCO depuis quelques jours. Et la délégation malienne est conduite par Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent de la République du Mali auprès de l'UNESCO. Au micro de nos envoyés spéciaux à Samarkand, Yaya Konaté Abdul Salam Bambara, il évoque les enjeux de cette conférence pour le Mali et les attentes. Je vous propose de l'écouter. La conférence générale, c'est quand même l'instance suprême de l'organisation et elle intervient tous les 2 ans et c'est tous les États membres qui se retrouvent. Et cette année particulièrement, comme vous le savez, il y a la directrice générale sortante après 2 mandats. On va avoir un nouveau directeur général. Et donc, il est important que les États membres soient là pour confirmer la proposition faite par le Conseil exécutif. Et puis, au-delà de cela, pour notre pays, il est important que nous puissions asseoir notre légitimité, que nous puissions également préserver notre présence effective au sein de la dite organisation, à l'instar des autres pays, et assurer notre mandat. Il est important de noter que, au-delà donc du travail classique, habituel au niveau de cet organe-là, il va y avoir des élections. Au niveau donc des organes stratégiques et des organes qui assurent la marche de l'organisation à travers la mise en œuvre de ces programmes et projets. Donc le Mali est déjà membre au PHI, le programme hydraulique international, le programme Information pour tous. Vous connaissez très bien l'importance de l'information de nos jours avec les crises stratégiques et tout le reste. Donc il est important que le Mali puisse remplir au niveau de ces 2 organes. Et nous sommes également candidats à d'autres organes, mais dont les élections vont intervenir l'année prochaine. Je vais parler du Conseil intergouvernemental du programme de lutte pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. La délégation malienne, comme à l'accoutumée, va maintenir et renforcer ses relations de coopération qui sont vraiment au beau fixe avec nos collègues, que nous puissions faire en sorte que alors la voix de l'Afrique puisse être réaffirmée et renforcée de manière à ce que les différents programmes et projets de l'UNESCO puissent bénéficier mieux à nos populations pour que les dividendes à ce niveau-là puissent être mieux ressentis. Passe à présent la page sportive de ce 13h dimanche. Cyclisme, le 36e Tour du Faso a pris fin ce dimanche avec la 10e et dernière étape. Le Burkinabé Paul Domon a conservé le maillot jaune et remporte donc cette 36e édition du Tour du Faso. En football, la liste des clubs qualifiés pour la phase de groupe, la Ligue des champions de la CAF est désormais complète. Quant à la Coupe du Monde des moins de 17 ans garçons, elle démarre demain lundi au Qatar avec la présence de notre pays. En basketball, l'affiche au plan national de la finale de la Coupe du Mali 2025 est connue chez les dames. Ce sera le Djoliba AC contre l'Estral de Bamako. Concernant les messieurs, le stade malien de Bamako va attendre encore aujourd'hui pour connaître son adversaire de la finale à l'issue de la rencontre entre l'AS Police et le centre de référence de basketball de Tombouctou, qui est le champion en titre. La synthèse de l'actualité, c'est avec Famorou Djourti. Les messieurs du Stade malien de Bamako sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Mali de basketball édition 2025. Les Blancs ont dominé le centre Mamoutou Kane CMK 66-53 en demi-finale. Ils connaîtront leur adversaire cet après-midi au terme de la rencontre entre l'AS Real et le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT. Chez les dames, le Djoliba AC affrontera l'AS Real de Bamako en finale. Les Djolibis ont écarté les Stadis 72-55 en demi-finale ce samedi. Quant à l'AS Real, elle a pris le meilleur sur le centre Bintou Dambélé de Koulikoro sur le score de 56-50. Les demi-finales de la Coupe du Mali de basketball 2025 se jouent dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Sur un tout autre plan, c'est sous un soleil doux et une ambiance conviviale que le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a donné le coup d'envoi du sport remaster du mois de novembre 2025 ce samedi matin. La fédération
Fédération malienne de pentathlon moderne est l'invité du mois. Le pentathlon moderne est la synthèse de 5 disciplines sportives. Il incarne l'esprit même du sport, polyvalence, rigueur et persévérance. Ismaïla Lingani, président de la Fédération malienne de pentathlon moderne. La Fédération malienne de pentathlon moderne n'a manqué aucune compétition depuis sa création, malgré nos maigres moyens. C'est un grand honneur de faire partie de la marche de la citoyenneté initiée par le ministère. Une centaine de participants de tout âge ont répondu présents à l'appel du sport et de la santé. Après 4 tours de piste au stade de Mamadou Konaté, les participants ont effectué une série d'étirements collectifs. Le tir au pistolet à laser, l'une des épreuves phares du pentathlon moderne, est choisi par la fédération pour démonstration. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous profitons toujours du sport de masse pour faire la promotion des différentes disciplines, on va dire les disciplines peu connues. Ça nous permet de voir ce qui se passe, comment ça se déroule. Je pense que les séances aujourd'hui qu'on a eues de laser run, qui ont l'air faciles, mais en réalité ça demande beaucoup de pratique. C'est une discipline qui demande la discipline de la concentration. Pour rappel, le pentathlon moderne regroupe 5 épreuves sportives: l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet à laser et la course à pied. Football à présent, mission accomplie pour la renaissance sportive de Berkane du Maroc. Le club marocain s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF pour la première fois de son histoire après sa victoire 2-1 ce samedi face à Al-Ahli Tripoli de Libye. Le score cumulé est de 3-2 en faveur des Marocains. La liste des clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF est désormais complète. Le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF est prévu pour ce lundi 3 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. La Coupe du monde de football des moins de 17 ans garçons débute ce lundi également 3 novembre 2025 au Qatar. Cette édition est la première à réunir 48 équipes. Les nations participantes sont réparties en 12 groupes de 4. Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 16e de finale. À partir des 16e de finale se déroulera la phase à élimination directe. Le Mali est dans le groupe L avec la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et l'Arabie Saoudite. La compétition se déroule du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar. Le Mali entre en lice mercredi 5 novembre contre la Nouvelle-Zélande. Focus santé. À travers une anomalie, le sang coagulé se loge dans l'une ou des artères du poumon, les bouches, et provoque une embolie pulmonaire. Les symptômes qui alertent le patient sont entre autres l'insuffisance respiratoire, la douleur thoracique, la toux, la jambe enflée et douloureuse. Le traitement de l'embolie pulmonaire varie de 3 à 6 mois et dans certains cas, le traitement c'est à vie. Et si la maladie est mal prise en charge, bonjour. Le cimetière, que Dieu nous en éloigne. D'ici là, les explications de Koumba Sissé, c'est dans Focus Santé. Le service pneumophysiologie allergologie du CHU du Point G est une unité spécialisée dans la prise en charge des maladies qui affectent les poumons. L'une de ces maladies s'appelle l'embolie pulmonaire. Sa fréquence augmente avec l'âge, mais en fonction des circonstances, elle peut toucher tous les âges. Salif Kone, pneumologue au CHU du Point G. L'embolie pulmonaire est une urgence médicale. Il s'agit d'une maladie qui touche les artères pulmonaires. Cette maladie se caractérise par une obstruction totale ou partielle d'une ou des artères pulmonaires. L'embolie peut être à droite ou à gauche, ou encore elle peut être aussi bilatérale. Elle peut être proximale ou distale. Généralement, quand il y a un dommage au niveau des vaisseaux, il peut s'agir des vaisseaux des membres inférieurs ou des membres supérieurs, ce qui va favoriser la formation de ce qu'on appelle un thrombus. Donc ce thrombus, au cours des mouvements, peut se migrer pour venir oblitérer les artères au niveau de l'artère pulmonaire. Ce qui donne généralement l'embolie pulmonaire, c'est les maladies chroniques qui entraînent un alitement prolongé. Donc le sujet, il reste sédentaire pendant un long moment, ce qui va favoriser une hypercoagulabilité du sang et favoriser une embolie pulmonaire. Il y a aussi l'embolie qui survient chez des patients ayant une chirurgie récente. Ça peut être une césarienne, ça peut être une chirurgie abdominale, et ça peut être aussi une chirurgie des membres inférieurs au cours d'un accident chez quelqu'un qui fait une fracture. Donc ça, c'est des situations qui favorisent la formation du thrombus et ça donne l'embolie pulmonaire. Il y a également des maladies génétiques souvent qui peuvent être à la base de l'embolie pulmonaire. Dès que le patient se présente avec des signes d'alerte comme l'insuffisance respiratoire, la douleur thoracique, la toux
ou la jambe enflée et douloureuse, le praticien propose des examens pour avoir une confirmation. Sa prise en charge est une urgence médicale pour éviter des complications qui peuvent aboutir au décès du malade. Salif Kone. Le traitement de l'embolie précisément repose sur des anticoagulants. Il y a des médicaments qui existent, donc il y en a en injectable, il y en a en comprimé, coagulant soit par voie orale, soit par voie injectable. Et la durée du traitement varie de 3 mois à 6 mois. Donc dans certaines situations, on peut être amené dans les situations d'embolie récidivante de mettre la personne sous anticoagulant à vie. Actuellement, cette expression embolie pulmonaire, ça fait trop peur parce que quand les gens entendent ça, mais ce que nous conseillons, donc dès que les gens sont malades, que ce soit l'embolie ou encore une autre pathologie, l'idéal c'est de voir les professionnels, les spécialistes en la matière, savoir de quoi il s'agit. Dans la majorité des cas, une prise en charge rapide évite les séquelles de l'embolie pulmonaire. Parmi ces séquelles figure l'hypertension artérielle pulmonaire chronique qui cause un essoufflement progressif à l'effort. Un suivi médical régulier après une embolie pulmonaire est nécessaire pour surveiller l'apparition de complications à long terme. Focus Santé. Alors, prenons nos précautions et suivons les conseils du médecin. Il est 13h30 à Dramani, à Samegar, à Logokakulu. Ces 3 localités sont situées dans la région de Kaye, mais également à Kona, dans la région de Mopti. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Lansine Keita, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais avec Fadema Keita. Gardez vos positions. D'ici là, l'ancien Keita sera là pour la rétrospective de l'actualité. Rétro 7. Moi, je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bon appétit si vous êtes à table. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à venir à toutes et à tous. Et bel après-midi.